Shalom à tous, on se retrouve grâce à Midrash Yehuda Manitou. On a le plaisir de pouvoir écouter le Rav Ethan Fison. Et tu veux nous parler, je sais pas, tu as toujours des thèmes un peu différents. Est-ce que tu continues? En tous les cas, on est content de t'écouter, Bechavod. Shalom Lekoulam. Shalom Vracha. Alors, non, pourquoi des thèmes bizarres? Nous voulons revenir dans notre étude. Bah, il y avait tout ça, il y avait tout ça, le dit Tevet, mais maintenant, on est après le dit Tevet. Donc, qui dit après le dit Tevet, eh bien, dit retour sur notre transmission de la Torah. Et on y va alors. Yofi. Tov, Azrabotai, on était arrivé à une date clé. Ok. Nous allons donc reprendre à ce moment-là, puisque évidemment c'est une date charnière dans l'histoire juive. Je veux parler évidemment. Ok, voilà. Je veux parler évidemment de ce moment où énormément de choses vont basculer. Le rêve, le rêve, l'utopie, j'allais dire, d'une d'une communauté juive qui resterait juive, mais qui serait acceptée, tolérée, respectée dans un pays européen, s'effrite comme neige au soleil fond lors de l'été 1894 avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est la fin de 100 ans de rêve. Puisque, comme vous le savez, depuis une centaine d'années, sous l'égide de la République française et du Premier Empire, eh bien, les Juifs ont reçu la citoyenneté en France, et suite à cela, dans l'écrasante majorité des pays européens, et on se dit, bah, c'est bon, la question juive est réglée. Sauf que pas du tout. La question juive n'est absolument pas réglée, et on va même aller plus loin. Les Juifs qui deviennent maintenant officiellement juifs dans les sociétés européennes vont attiser l'antisémitisme puisqu'ils n'ont plus à se cacher officiellement. C'est-à-dire que lorsque vous aviez des juifs qui n'étaient pas citoyens, alors lorsque l'antisémite frappait, il frappait l'étranger. Mais là maintenant, on va pouvoir parler d'antisémitisme, pas d'État, mais de nation. Lorsque la rue parisienne s'offusque contre Dreyfus et marque mort aux juifs dans les rues, eh bien, ça devient maintenant un combat de société. Ce n'est plus un combat contre l'envahisseur étranger. C'est est-ce qu'on va tolérer les juifs dans la société? Et c'est là que le rêve s'effondre lorsque le plus assimilé de tous, celui qui voulait être français jusqu'au bout des ongles, se fait rattraper par son judaïsme. Le capitaine Alfred Dreyfus deviendra le symbole de l'impossibilité de s'intégrer en France. J'entendais, pas plus tard que la semaine dernière, sur un média français respecté, un journaliste qui posait cette question à Éric Zemmour. Donc c'était un journaliste de droite. Il lui disait, Monsieur Zemmour, j'ai une question pour vous. Mais enfin, pourquoi vous vous convertissez pas au christianisme? Pour aller jusqu'au bout de votre démarche, vous êtes presque parfait. Juste convertissez-vous. Et c'est passé comme ça. Genre, vous êtes presque parfait. Ouais, juste un problème, c'est que vous êtes juif. Il y a un moment donné, tu pourras être le plus assimilé du monde. La France, elle n'élira pas un juif à sa tête. Zemmour Pachout. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Alors ça, messieurs, dames, je tiens à vous le dire, puisque c'est pas plus tard que ce Shabbat qu'on l'a lu. C'est important qu'on comprenne que l'idée de l'intégration et de l'assimilation, pas forcément d'enlever notre kippa, tout ça, mais de penser qu'on va pouvoir être véritablement
des citoyens égaux de nos ennemis, ou et Mendes France alors. Non, j'ai dit aujourd'hui. Parce que tu me dis Mendes France et Léon Blum, voilà, ah, ben, j'ai eu peur. J'ai eu peur que personne ne cite Léon Blum. Euh, Même si je me trompe pas, vous me reprenez si j'ai tort, mais je crois que Léon Blum, il n'a pas été élu président de la République. Il était tout simplement le chef c'était la Troisième République, donc il était le chef du parti majoritaire. C'est Président pas du Conseil. président du Conseil, merci. C'est pas une élection comme on a aujourd'hui. Mais enfin bon, le fait est que quand vous me dites Mendes France, c'est exactement l'exception qui confirme la règle. Ça n'arrivera plus. Une fois dans l'histoire, c'est pas arrivé en fait. C'est-à-dire que il y a une réalité qu'on a vue dans notre paracha. On a vu que Yosef, donc Yosef complètement intégré, vice-roi d'Égypte, il va petit à petit, sous couvert de crise sociale, eh bien, s'approprier toute l'Égypte. Au début, il réquisitionne les terrains, ensuite il réquisitionne les animaux, ensuite il réquisitionne les biens. En fait, c'est pas pour lui, hein. Il privatise pour l'État. Il nationalise, il privatise pas, il nationalise. Et finalement, la dernière étape de son plan, c'est lorsque les Égyptiens viennent se vendre eux-mêmes à Yosef pour avoir de quoi manger. Et nous dit le Midrash que Yosef, c'est comment qu'il a accepté l'acte de vente. Eh bien, chaque Égyptien devait se faire la Brit Mila. C'est ça ta vente pour recevoir à manger. Si bien que Yosef veut s'approprier toute l'Égypte. Aval, nous dit la Torah, Rakadmat Kohanim, la terre des Kohanim, la terre des prêtres égyptiens, ça Yosef, il n'a pas pu l'acheter. Qui chok im paro. C'est la loi, c'est la constitution. Que les terrains qui appartiennent aux prêtres égyptiens, ça reste aux prêtres égyptiens jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller où que tu veuilles. Au final, il y a une identité qui n'est pas la tienne. Et c'est elle qui va gagner parce qu'elle est chez elle et toi, tu n'es pas chez toi. Donc c'est vrai en Égypte avec Yosef, c'est vrai en France actuellement, c'est vrai partout en fait. Ah maman. Parce que vous comprenez bien qu'un monsieur comme Jared Kushner, il est extrêmement bien vu, mais il ne pourra jamais être président. Parce que l'argent évangéliste, elle est très proche des juifs, mais on va quand même pas mettre un juif à la tête des États-Unis. J'ai envie de te dire, c'est presque normal en fait. Et l'affaire Dreyfus vient montrer que la France, elle est foncièrement à l'époque avec un problème face au judaïsme. Je ne vais pas dire antisémite, mais avec un problème. Et résultat des courses, eh bien, le judaïsme français va battre de l'aile énormément. Parce que l'idée créée depuis 100 ans ne marche pas et ne peut pas marcher. Oh, vous inquiétez pas, c'est pas qu'en France. Herzl, quand il est avant d'être Herzl, il est à Vienne. Et là-bas, à Vienne, il passe bon nombre d'heures au café Greenstein. Café Greenstein, un café huppé de la Vienne. Et là-bas, de son témoignage, il va se faire très souvent traiter de hep hep. Bon, c'est la version austro-hongroise de sale juif. Sale youpin. Judensau. Mais c'est normal, enfin, c'est partie de la discussion, quoi. Et donc, face à ça, nous allons avoir deux grands avis qui vont s'affronter au niveau des rabbins. Tout le monde est d'accord que la version proposée par le consistoire de France ne marche pas.
Donc, maintenant, ça va être soit l'enfermement, soit le projet Eretz Israël. Et il y a un troisième monde qui est quand même très minoritaire, puisque c'est le monde de l'Allemagne, porté par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui va dire il faut créer, bon, ce sera un petit peu plus tard, mais il faut créer le concept du docteur rabbinaire. C'est-à-dire que chaque rabbin doit avoir aussi un doctorat universitaire. Mais ça, c'est plus une réponse à la Haskalah. C'est pas une réponse à l'antisémitisme. OK? Donc, maintenant, nous avons deux options. Nous avons l'option Europe de l'Est et l'option Eretz Israël. Et le monde séfarade dans tout ça, où est-il? Oh! Eh bien, les amis, le monde séfarade, on doit évidemment séparer. Le monde séfarade n'est pas un bloc. Dans le monde séfarade, on va pouvoir mettre en avant trois grands pôles du monde séfarade. Et je dis séfarade alors que je sais que c'est pas juste de l'appeler comme ça. Le premier pôle, eh bien, ça va être le monde de ce qu'on appelle Edot Amizrach. Edot Amizrach, c'est quoi? C'est Bagdad. C'est l'Irak. OK? En Irak, il y a un personnage qui prend le lead complètement de la région et qui va être le rabbin le plus influent de son époque, à savoir Hacham Yosef Chaim, Rabbi Yosef Chaim mi Bagdad. Rabbi Yosef Chaim mi Bagdad, plus connu sous le nom de son livre Le Ben Ishraï, eh bien, il va être l'une des personnalités les plus influentes de cette époque-là. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Le Ben Ishraï a ça de particulier que la halacha, pour lui, doit être mêlée à la Kabbalah. Il ne doit pas y avoir de séparation entre halacha et Kabbalah. Et il est l'un des premiers à être comme ça posek halacha pour tout le monde. Pas seulement pour lui, pour les tzadikim, mais pour tout le monde, pour toute sa communauté. La relation du Ben Ishraï avec la terre d'Israël va être une relation de loin. Finalement, alors qu'il aura écrit toute sa vie pour Eretz Israël, finalement il mourra à Bagdad. Et il y a toute une histoire de savoir est-ce que son tombeau a été ramené à Jérusalem au Mont des Oliviers ou est-ce qu'il est resté à Bagdad. Dans tous les cas, il s'agit ici d'une Torah qui vient reconnecter la halacha et la Kabbalah. Et elle va avoir une influence cruciale sur toute cette région du monde. Elle va voir naître des gens, parmi les élèves du Ben Ishraï, eh bien, parmi les plus connus, on va retrouver évidemment aujourd'hui le Rav, enfin, aujourd'hui il est décédé, mais on retrouvera le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu était évidemment dans le mouvement, dans le courant de pensée du Ben Ishraï. C'est-à-dire, Azrabotai, maintenant qu'on a dit ça, il y a un autre pan du judaïsme à ce moment-là qui est extrêmement important également. Il ne s'agit plus du Ben Ishraï. Nous partons parce que, en fait, vous avez compris, il y a l'Est et Dot Mizrach, et il y a ce qu'on pourrait appeler le centre. Je ne parle pas encore d'Eretz Israël. Je parle du centre. Le centre, c'est tout ce qui est la Turquie, Izmir et la Grèce, Salonique. Et il y a un personnage
haut en couleur qui s'appelle Rabbi Yaakov Meir. Rabbi Yaakov Meir va être, il va plus tard devenir le premier grand rabbin d'Israël séfarade. Et Rabbi Yaakov Meir, eh bien, va être le personnage qui va très certainement être l'un de ceux qui va avoir la plus grande influence sur l'histoire générale. D'abord, il est rabbin, Rishon LeZion. Rishon LeZion, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui au grand rabbin d'Israël séfarade, mais c'était un terme qui existait déjà avant. C'était le terme de grand rabbin séfarade de Jérusalem. Et Rabbi Yaakov Meir, après avoir été à Kouchta, après avoir été en Grèce, après avoir été rabbin pendant 10 ans à Salonique, Rabbi Yaakov Meir va revenir en Eretz Israël. Si je vous montrais, ben voilà, tu sais quoi, je vais vous montrer un timbre. Hop là, je sais pas comment je vais faire. Regardez le timbre de Yaakov, du Rav Yaakov Meir. Vous le voyez ici. Et ça ne vous aura pas échappé là où je mets ma souris, qu'il y a même une croix sur son habit. Comment est-ce possible? Rabbi Yaakov Meir va être décoré par le roi de Grèce pour tous la sagesse et les bienfaits qu'il a apportés au royaume. Et Rabbi Yaakov Meir comprend que son rôle va être également d'avoir un retentissement de la Torah, du judaïsme auprès des nations. Rabbi Yaakov Meir, quand il revient en Eretz Israël, il va se passer un événement qui pour lui, à moins qu'il ait déjà vu la suite du film, mais qui a priori pour lui est un événement de Arnasat Torchim comme il faisait certainement toutes les semaines, mais qui en fait va avoir eh bien, un impact sur l'histoire de l'humanité. Nous sommes Erev Pessah. Erev Pessah, avant la Première Guerre mondiale, quelques années avant la Première Guerre mondiale. Erev Pessah, Mamash, l'après-midi avant Pessah, arrive à Jérusalem un homme qui vient d'accoster au port de Yafo, et parce que c'est sa première fois en Terre Sainte, qu'il est chrétien anglican, eh bien, il a vraiment envie de venir à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, mais le problème, c'est que comme on est le 14 à l'après-midi, juste avant Pessah, bah, c'est le pire moment pour venir. Personne ne s'occupe de lui. Tout le monde est en train de courir partout. Et cet homme-là, qui s'appelle Georges, responsable amiral de la marine marchande de Sa Majesté, bah, il sait pas trop où aller, jusqu'à ce qu'il rencontre un homme avec une prestance incroyable qui lui parle en anglais et lui dit bah, qu'est-ce qui t'arrive, machin. Il lui explique qu'il est un peu perdu. Et notre Rabbi Yaakov Meir va inviter Georges à passer le Seder avec lui. Mais il est non-juif, on n'a pas le droit pendant le Seder. Vous savez que quand on n'a pas le droit, eh ben on prend le gauche. C'est comme ça. Et à ce moment-là, il va passer la soirée à lui raconter la sortie d'Égypte en anglais. Et notre Georges pleure. Il pense qu'il fait partie de l'histoire. Il voit Moïse. Et ça va être une soirée qu'il n'oubliera jamais. Bon, après, il y a un concours de circonstances qui se passe, si bien que la guerre éclate. Mais Georges, il n'est que troisième enfant du roi. Il n'est que prince d'Angleterre. Il n'a aucune chance de devenir roi. Seulement pendant la guerre, le roi meurt, son frère aîné meurt, et le deuxième meurt également. Et tout d'un coup, Georges numéro 5, eh bien, devient roi d'Angleterre. Et vous vous rappelez de sa soirée avec le Rav Yaakov Meir, et il est amoureux des Juifs en Israël. Il ne régnera que 3 ans, suffisamment pour mettre en place la déclaration Balfour et ensuite partir de l'avant-scène de l'histoire. Peut-être que la rencontre qu'il a eue à ce moment-là avec le Rav Yaakov Meir
eh bien, va faire bousculer tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et puis après, nous avons les rabbins de l'autre partie du monde séfarade, qui s'appelle les rabbins d'Afrique du Nord. C'est autre chose, les rabbins d'Afrique du Nord. Ne dites pas à un rabbin d'Afrique du Nord que le Rav Ovadia Yosef est séfarade. Ah non, ça c'est le meilleur moyen pour que vous passiez pas une bonne soirée, hein. Parce que les rabbins d'Afrique du Nord, ils disent les seuls séfarades, c'est nous. Le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas de séfarade. Il n'est pas d'Espagne. Il est Mizrach. Et d'autres à Mizrach, Bagdad. Nous sommes les Maghrébins. C'est qui Maghrébins? Qu'est-ce que ça veut dire le Maghreb? Les Occidentaux. Voilà ce que ça veut dire le Maghreb. Les Occidentaux. Mahrav, Ma'arav, Maghreb, ça veut dire à l'ouest. Ok, donc les Marocains, Algériens, Tunisiens, ce sont les membres du Far West. C'est eux. Ah bah oui, du point de vue de Bagdad, le Maroc, c'est le Far West. Mamache. Et là, quand on rentre dans les rabbins d'Afrique du Nord et de leur implication par rapport à ce qui se passe à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, bah là, les amis, je sais pas quoi vous dire. Là, Bémet, une chose va, comment dire, va symboliser les rabbins d'Afrique du Nord. Ils ont un sionisme à toute épreuve. Mais à toute épreuve, mamache. Un sionisme à toute épreuve qui leur a été hérité, on en a parlé déjà de lui, de Rabbi Yehuda Bibas. Vous vous rappelez, on a parlé de lui très souvent. De Rabbi Yehuda Chayal Kalai. Rabbi Yehuda Bibas, c'était du Maroc. Alors, le Rav Chayal Kalai, lui, venait plus de Sarajevo, mais de l'Empire ottoman. Il venait de Bosnie à la base. Mais Bekitsour, on parle ici de gens qui ont hérité cette idéologie complètement sioniste. Parmi les familles les plus connues à ce moment-là, eh bien, vous avez la famille Messas. Alors, les Messas, c'est une grande famille. On parlera plus tard de Rabbi Shalom Messas, mais il y avait avant lui son cousin lointain, Rabbi Yosef Messas, qui deviendra, alors lui, il était plus, aujourd'hui, on appellerait ça l'Algérie, mais on avait une famille Bibas à Tlemcen. Ah bah oui, bah, c'est très possible. Les Bibas, à la base, ça vient du Maroc, hein. C'est pas un chidouche, c'est vrai. Bekitso Rabbi Yosef Messas, je crois qu'il est plus dans ce qui est aujourd'hui le territoire algérien. Mais bon, vous savez bien qu'à l'époque, il n'y a ni Algérie, ni Maroc, ni rien du tout. On parle de territoires qui ne sont pas encore véritablement formés. La France vient d'arriver. Les athlètes. Bekitso, il y a parmi eux des rabbins qui sont dans le même style, mais qui ont quand même une certaine autonomie. Donc, j'en fais pas une catégorie à part. Mais ils ont, on va dire que c'est une catégorie entre guillemets de l'Afrique du Nord. On parle des rabbins de Djerba. Djerba a un statut particulier de par sa particularité de l'île. Les rabbins de Djerba ont un statut particulier parce que ils vivent moins soumis à l'influence des autres. Ils vivent plus en autarcie. Maintenant, leur sionisme n'en est pas affecté, bien au contraire, ils sont ultra sionistes. Et il y a parmi eux le plus grand, enfin, celui qui est le grand rabbin de Djerba, à savoir Rabbi Moshe Khalfon HaKohen. Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, grand rabbin de Djerba, va être l'un des plus grands soutiens, de la création de l'État d'Israël, mais avant cela, de Herzl.
Rabbi Moshe Khalfon HaKohen va dire de Herzl, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous citer, hop là, il est. Je vais vous citer exactement ce qu'il dit sur Herzl, dans le livre Zachut, Zchut Lesra, Zchut Moshe, nous dit Rabbi Moshe Khalfon, Ve'ish rum המעלה הגדול שבגדולים, לא היה לנו איש כזה מאז משה רבנו, והרצל שמו. ותחל רוח השם לפעמו. C'est-à-dire qu'il reprend les enseignements finalement du Tanakh qui parle de Shimshon Agibor. Il dit, mais on a quelqu'un d'ici d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire, il n'y a pas son pareil. Et il l'appelle clairement Vehu Mashiach ben Yosef. Ce rabbin diplomate de surcroît est un vrai sioniste. De qui tu parles? On a déjà cité 4. Alors, je ne sais pas duquel tu es en train de parler. C'est-à-dire, bon, en tout cas, donc Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, c'est l'un des plus grands Rabbi Moshe Khalfon. Oui, alors, si je peux me permettre, Raphaël, je ne vais pas venir à la défense de Rabbi Moshe Khalfon, mais s'il y a bien une appellation qu'il ne faut pas lui donner, c'est Rabbi Khalfon. C'est-à-dire qu'il s'appelle Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, mais toute sa vie, il s'est battu pour qu'on ne dise pas qu'il s'appelle Khalfon. Bon, ça n'a pas marché. Parce que tout le monde l'appelle Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, mais au moins ne pas l'appeler que Khalfon, parce qu'il n'aimait pas ce nom-là. Pourquoi? Alors, c'est un truc qui est très répandu en Afrique du Nord, que dans les familles où il y avait eu un bébé qui est mort, ou un enfant qui est mort, eh bien, l'enfant qui naissait après, on l'appelait Khalfon, ou Makhlouf. Ça veut dire quoi? Le remplaçant. Donc, c'est pas génial. Ça, donc, Rabbi Moshe Khalfon, il voulait qu'on l'appelle Rabbi Moshe HaKohen. Mais Malhasson, tout le monde le connaissait comme étant Rabbi Moshe Khalfon, donc ça n'a pas marché. Mais de là à l'appeler que Rabbi Khalfon, c'est dur. C'est-à-dire, Kitso Rabbi Moshe Khalfon HaKohen va être l'un des plus grands soutiens officiels, donc, du sionisme, de Herzl, de l'idée qu'un peuple juif doit se reconstruire et doit reconstruire son État. C'est pas du tout évident. Rappelez-vous qu'il y en a très peu. Qu'il va y avoir très peu de rabbins qui vont clairement prendre position. C'est-à-dire, donc, c'est pas Stam, mais ça vaut le coup d'être mentionné. Parmi les grands maîtres, également, donc on a parlé de Rabbi Moshe Khalfon, mais il y a un autre personnage que j'aimerais évoquer avec vous. Évidemment, il y a un rabbin qu'on connaît, nous, un petit peu plus. Hein, bon, c'est un petit peu plus tard, mais je l'évoque quand même. Mais c'est un rabbin qu'on connaît plus en France, parce qu'il il a également influé en France. Je parle, bien sûr, du Rav Rachamim Naouri. C'est-à-dire qui lui aussi ne va pas tarir d'éloges sur la reconstruction sioniste en Eretz Israël. Il fait partie de la Histadrout du Mizrahi, et c'est là que ça nous emmène à notre transition. Alors, nous avons parlé des rabbins de Bagdad, des rabbins de Grèce, des rabbins du Maroc, enfin du Maghreb en général, et de Djerba. Et tout cela me fait poser la question, mais attends, ils sont où les rabbins Shkon? Shkunada les Shkon. Où ils sont? Et là, on doit bien comprendre une chose. La Haskala a beaucoup plus frappé le monde ashkénaze que le monde séfarade. Donc la première, j'allais dire, le premier enfermement
qu'on retrouve dans le monde ashkénaze au XVIIIe siècle, XIXe siècle, sur le monde extérieur, les études, les machins, tout ça, qu'on peut trouver donc dans le monde ashkénaze, qu'on a déjà beaucoup parlé, bah, d'abord, on ne le trouve pas dans le monde séfarade. Les Sfaradim étudiaient tous tout, et ça ne les a jamais empêchés de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'au 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, la Scala va être également, va se coordonner avec le nationalisme juif, crie le sionisme, eh ben, les rabbins ashkénazes voient tout de suite le sionisme comme étant une branche de la Haskalah. C'est pas le cas pour les rabbins sfarades parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas le traumatisme de la Haskalah. Et donc, pour les rabbins ashkénazes d'Europe de l'Est, le sionisme est tout de suite vécu comme étant oh, 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 oh. Pour les rabbins d'Europe occidentale, on est mitigé. Pourquoi on est mitigé? Parce qu'on pense qu'on peut encore rester en Occident. C'est-à-dire, c'est un truc qui est complètement dingue, mais il n'y aura pas eu de période plus belle pour les Juifs en Europe que les 30 glorieuses, pas les 30 glorieuses qu'on connaît, mais les 30 glorieuses entre l'affaire Dreyfus et la montée au pouvoir du nazisme. Heureux comme Dieu en France, disait-on. Et donc, si vous voulez, les rabbins d'Europe occidentale, j'ai cité tout à l'heure le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pensent encore que ça marchera. Rav Chaim Naori, des années au Beddin de Paris, proche de Manitou, bien sûr, et numéro, oui, bien sûr, mais on va pas, c'est pour ça que je l'ai évoqué simplement pour parler de la transition, parce que il est beaucoup plus récent, et donc on en reparlera plus tard. C'est-à-dire, je l'ai évoqué pour parler du Mizrahi Aolami, pour montrer que le monde séfarade, il était complètement connecté au sionisme. Et donc, dans le monde ashkénaze, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir prendre position. Pour le monde séfarade, c'était une évidence, mais pour le monde ashkénaze, il va falloir prendre position. Mais il y a un monde qu'on n'a pas évoqué encore. C'est qui les rabbins dont on n'a pas parlé encore? Qui pour l'instant se font un petit peu... non, je ne parle pas d'Eretz Israël. Qui se font un petit peu... enfin, leur voix n'est pas encore très, très, très répandue, mais ça va bouger. Les rabbins qui ne s'occupent pas de la question sioniste, qui ne s'occupent pas de la question de la Haskalah, et qui n'ont aucun problème, a priori, d'antisémitisme. C'est le paradis, c'est l'idéal. C'est qui tous ces rabbins? Les chassissim. Alors, les chassissim, c'est pas les chassissim. Les chassidim, tu parles. Non, les chassidim, ils sont complètement les rabbins d'Europe de l'Est qui doivent faire face à la réalité. Ah ben, ils sont là-bas. Et donc, eux, ils doivent faire face à la Haskalah. Eux, ils doivent faire face à tous leurs chassidim qui sont en train de devenir sionistes. Donc, non, eux, ils doivent faire complètement face. Non, non, il y a des rabbins qui ne sont pas du tout intéressés par le projet. Ils sont non seulement pas intéressés par le projet, mais en vrai, le projet ne vient pas chez eux vraiment. C'est qui ces rabbins-là? Et les amis, ces rabbins-là, ce sont les rabbins d'une autre planète. Ouais, vous m'avez bien entendu, d'une autre planète. Mais comment ça, d'une autre planète? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je parle des rabbins des United States of America. Ah bah oui. On est au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est rare, fin du 19e, début du 20e siècle. Certes, les États-Unis n'ont pas le poids toranique qu'ils vont avoir dans la deuxième moitié du 20e siècle, mais il y a quand même des rabbins qui commencent à émigrer là-bas. Ah ah. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à partir du moment où tu arrives aux States, tu t'occupes plus de ça. C'est fini.
Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les rabbins des États-Unis vivent dans un monde complètement alternatif par rapport à la question du sionisme, par rapport à la question de l'émancipation. C'est un monde à part. Rabbi Moshe Feinstein n'a jamais pris position sur le sionisme, pas le sionisme, Israël, pas Israël. C'est pas le débat. Donc c'est un autre monde qui commence au début du XXe siècle, qui va évidemment avoir une place beaucoup plus importante après la Shoah, mais ça on en reparlera après la Shoah. Bekitsour, quid donc des rabbins ashkénazes? Les rabbinim ashkénazim, dans la plus grande majorité, il ne faut pas oublier un truc. Qui sont les premiers sionistes? C'est-à-dire qui sont les premiers qui vont ramener le peuple juif en terre d'Israël? Ben, ce sont des religieux. Quand on parle de l'Alia, on a déjà parlé des élèves du Baal Shem Tov, des élèves du Gaon de Vilna. L'Alia, de ce qu'on appelle la première Alia, était principalement des religieux. Donc les rabbins qui bossent à ce moment-là, qu'ils soient originaires d'Europe de l'Est ou de Jérusalem et que leurs parents viennent d'Europe de l'Est, ben, il y en a plein qui vont être conquis par le monde sioniste. Mais malheureusement, et il faut le dire, ils sont une minorité. Et ils doivent se battre contre des forces qui ne voient que la partie émergée de l'iceberg. Ils se disent, puisque la majorité des jeunes qui deviennent sionistes, c'est aussi ceux qui ont abandonné la Torah, c'est que, bah, c'est pas bien. Vous comprenez que l'argumentaire est quand même très faible. Et c'est pour ça qu'on va quand même avoir droit à l'émergence de personnages qui, comment vous dire, tout est grâce à eux. Parce que soyons un peu honnêtes. Et là, pour le coup, je vais, après avoir doré le blason de certains rabbins séfarades, ils me collent à Kavod, l'école rabbinée à Maghreb, qui étaient tous sionistes et ils avaient la tête bien sur les épaules et les yeux en face des trous. C'est vrai. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas agi. Ils ont, ils ont embrassé le mouvement. Mais c'est pas eux qui ont lancé les trucs. Parce que ceux qui ont été des acteurs de la reconstruction, ceux qui se sont tenus face à toutes les critiques de l'univers, qui ont dû aller mettre en place quelque chose qui n'existait pas, eh bien, ce sont des rabbins comme, par exemple, le Rav Shmuel Moaliver. Le Rav Shmuel Moaliver, ou Behemet à Oev Tzion Agadol, c'est lui qui va commencer à aller motiver les riches de mettre leur argent en Eretz Israël. C'est lui qui va convaincre le baron de Rothschild de tenter l'expérience à Masquerade Batia. Et ça va réussir. Résultat des courses, Rothschild, il va faire tout ce qu'on sait. C'est lui qui est le seul autre discours du premier congrès sioniste à Bâle. Il ne pourra pas venir en personne donner son discours parce qu'il est trop vieux et trop malade et son médecin lui a interdit de voyager. Il mourra effectivement 3 semaines après le congrès. Mais il n'empêche que, à part Herzl ce soir-là, on va lire le discours de Rabbi Shmuel Moaliver. Et je dirais mieux que cela. L'influence de Rav Shmuel Moaliver sur Herzl va être telle que lorsqu'il écrit le livre Alt Neuland, et que dans le livre, il y a un rabbin, il l'appelle Rabbi Shmuel. Et il pense, enfin, c'est au nom et en l'honneur du Rav Shmuel Moaliver. Le Rav Shmuel Moaliver, donc, va être celui qui va mettre cela dans les consciences, pas seulement au niveau idéologique, mais c'est une Torah de vie, et donc concrètement, il va se balader partout pour que ça marche. Parmi les rabbins de la même trempe à ce moment-là, qui sont en Eretz Israël, nous avons évidemment Rabbi Yoel Moïse Salomon.
fondateur de Petar Tikva. Nous avons le Rav Yishayahu Shapira, le Admour Achalout, le Rabbi Koboy. On parle de gens qui vont tout simplement créer la nouvelle réalité. Tout simplement. Et quand on parle de Rav Yoel Moshe Salomon, eh bien, ça nous permet de faire l'introduction pour notre prochain cours. Lien avec Moshe Shapira. De maintenant, Moshe Shapira, c'est une bonne question. La famille Shapira, c'est une grande famille. L'Odea. L'Odea. Par contre, c'est en lien avec Rabbi Kalminus Kalman Shapira de Pierre Setzna, l'admour de Pierre Setzna, qui était son frère. Donc ça, oui, Rav Moshe Shapira, c'est possible. C'est possible. Mais tous les Shapira ne sont pas reliés. Donc, je peux pas te dire clairement. Mais Gitzo, Rabbi Yoel Moshe Salomon va être fondamental parce que, en plus de tout ce qu'il a fait, il a créé un quartier à Jérusalem, Nachalat Shiva, Betar Tikvaza. À un moment de sa vie, il a envoyé en Europe pour ramasser de l'argent. Et il va passer 3 mois en Lituanie. Parce que oui, là-bas, quand tu arrives et l'hiver arrive, bah, tu repars pas. Il faut que tu attendes qu'il n'y ait plus d'hiver. Mais Kitsour, il va passer 3 mois à Bioïsk, ville bien connue de nos contrées. Mais la ville en elle-même n'est pas très importante. Par contre, ce qui est important, c'est que il va vivre chez le rabbin de la ville. Et ce rabbin de la ville, il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Et Reb Yoel Moshe Salomon, qui est plus vieux que lui, il va vivre chez lui et il va voir un petit peu qui est le Rav Cook. Et dès qu'il va rentrer en Israël, eh bien, il va tout faire pour faire venir le Rav Cook en Eretz Israël pour amener la révolution toranique qui va être celle du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui va être donc permise par Reb Yoel Moshe Salomon qui l'a fait venir en Eretz Israël. C'est quoi la révolution du Rav Cook qui va même arriver jusqu'aux voitures qui font des trajets Jérusalem-Netivot et qui vont même faire les épisodes du Cook voiturage. Eh bien, les amis, la révolution du Rav Kook, c'est ce que nous étudierons la semaine prochaine. Amen ve amen. Chazak u'baruch. S'il y a des questions, à vous de jouer. Quelle est la traduction en français de Haskala, s'il vous plaît? On parle de l'émancipation, mais c'est pas vrai, parce que c'est pas une question simplement d'émancipation, c'est l'ouverture à la connaissance. Haskala zemilachon sechel. Donc c'est la possibilité pour les juifs d'aller à l'université. Oui, c'est l'héritage des Lumières, évidemment. Bon, D'autres questions? alors plus de questions. Toi, tu as une question? Oui, c'est bon. Moi, ça va. Ta fille, elle n'a pas de question? Non. Non, elle est partie. Très bien. Yofi, תודה רבה. Jacobo, Merci Goldo. beaucoup. Merci beaucoup.